Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les zones commerciales nous interpellent tous, puisqu'elles sont tour à tour qualifiées de périphéries au modèle obsolète, de zones de reconquête, et elles participent à tort ou à raison à une France qu'on peut qualifier de moche. Et néanmoins, elles font l'objet d'une veille nationale très importante sur le territoire, puisqu'elles sont des réserves foncières stratégiques dans un contexte de zéro artificialisation nette à l'horizon 2025. Et elles sont donc un enjeu pour l'État et pour le développement de politiques actives menées de la part de l'État pour la requalification de ces zones commerciales. Alors en France métropolitaine, on compte à peu près 1500 pôles commerciaux, ce qui correspond peu ou prou à 500 millions de mètres carrés de surface de plancher. Donc c'est beaucoup, mais quand on a dit ça, on ne sait pas tellement quel est l'objet finalement que recouvrent ces zones commerciales, et on va tenter de le développer dans cette table ronde. On a l'image de boîtes à chaussures qui sont majoritairement tollées avec d'immenses parkings qui pratiquent peu finalement la mutualisation des besoins, des grandes structures, des locomotives commerciales qui sont énergivores, peu soucieuses finalement de l'environnement et de la transition climatique. Ça encore, on va pouvoir le réinterroger. Et puis, finalement, contrebalancer peut-être un petit peu cette vision à l'aune de la consommation, puisque les zones commerciales, elles correspondent à un vrai besoin de la part des consommateurs. Et finalement, elles traduisent une façon d'appréhender et de vivre la périphérie, puisque les consommateurs en ont réellement besoin, achètent des biens de consommation à faible coût ou à coût modéré, tout en utilisant quotidiennement des trajets en automobile. Donc est-ce que ce modèle est vraiment à mettre au ban? Comment est-ce qu'on le repense? Avec quel outil? Comment est-ce qu'on le transforme? Et surtout vers quoi? Donc à partir de là, on a compris que l'enjeu de la table ronde, il est énorme, puisque les zones commerciales, elles sont des objets polymorphes, que leur reconversion est balbutiante. Mais on a des éléments de réponse avec vous autour de cette table ronde, à travers des outils de planification, dans les documents de planification stratégique, à travers le rôle des EPF, à travers la vision d'élus de territoire, et puis également celle d'experts, architectes, urbanistes ou universitaires. Donc du coup, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants, 3 experts et 2 élus. Samuel Depré, à ma droite, vous êtes professeur des universités à l'université Le Havre-Normandie, spécialiste de l'urbanisme commercial et des modes de consommation qui redessinent aussi ces territoires de la consommation. Achille Bourdon, vous êtes architecte associé de l'agence Civile, AJAP 2018. Anne-Laure Jomouillet, vous êtes chef de projet foncier et développement des territoires à la direction territoriale sud-ouest du CEREMA. Et enfin, les 2 élus, tout à ma droite. Laurence Roued, vous êtes vice-présidente au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, multiples casquettes, et également présidente de l'EPF de Nouvelle-Aquitaine, ce qui va beaucoup nous intéresser dans cette table ronde. Et à votre droite, Jean-Luc Marx, maire de Cahors. Avant de rentrer dans les enjeux et finalement dans le vif des débats autour de 4 thématiques, j'aimerais que vous puissiez vous représenter, mais de manière assez synthétique, en mettant en lumière vraiment votre angle d'approche. Quelle vision vous avez des périphéries commerciales? Pourquoi vous avez été amené à travailler dessus? Et quelle est finalement votre première vision générale? On va commencer par les élus. Laurence Roued, donc vous êtes à domicile avec 3 casquettes différentes, puisque vous êtes aussi première adjointe à la ville de Libourne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle vision vous avez des périphéries commerciales de votre territoire? Peut-être très brièvement, quelles actions ont déjà été engagées? Et puis, on verra pour la suite, on partagera dans votre prospective et votre vision dans les questions qui vont suivre. Bien. Bonjour à tous, merci. En tant que première adjointe au maire ici, je suis adjointe à l'urbanisme. Et on a ici des zones
de commerces de périphérie, 3 exactement, qui sont situés dans des entrées de ville et qui ont donc évidemment un impact important en termes d'usage, de fonctionnalité et puis aussi en termes de qualité. Et la première image que l'on a quand on rentre à Libourne, quelle que soit l'entrée qu'on prend finalement, passe par une zone commerciale. Donc à ce titre, évidemment, ça nous intéresse. On ne se sort pas du débat, même si ici à Libourne, on est plutôt sur des commerces de périphérie qui remplissent leurs fonctions, qui ne sont pas dans des sujets de vacances ou de difficultés. Ce qui n'est pas le cas partout sur les territoires, et je pense qu'on peut avoir une vision un peu différente suivant si ces zones-là sont opérationnelles ou si elles sont en vacances ou en train d'être en reprise ou si elles créent des concurrences ailleurs. Nous, ici, nos zones commerciales, elles servent plutôt finalement pour un bassin de vie en évitant d'aller sur les grandes zones commerciales de Bordeaux. Donc ça a cet effet-là et ça se situe évidemment dans notre débat périmétropolitain. Mais pour autant, on s'en préoccupe, je le disais, parce que ce sont des entrées de ville, ce sont des secteurs qui doivent être intégralement réfléchis dans notre projet de territoire, parce qu'ils ont une fonction territoriale, et puis aussi par rapport à la ville, le rapport à la périphérie, tout le travail de revitalisation commerciale que nous menons en centre-ville. Et donc on intègre ces entrées de ville et ces zones dans notre réflexion sur le plan local d'urbanisme intercommunal qui est en train d'être élaboré. Et puis, on a régulièrement, mais on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler, des discussions avec ceux qui sont en propriété foncière de ces zones-là. Et à Libourne, la caractéristique, ce sont des propriétés foncières locales, de gens assez puissants dès qu'on rentre en discussion. Puissants localement, ce ne sont pas les grandes foncières qui sont propriétaires ici, mais ce sont des familles libournaises avec lesquelles on doit souvent discuter. Et on a des zones un peu de 3 types. Une qui est très nouvelle, qui n'est pas sur notre territoire, sur notre commune, mais qui est sur une entrée de ville directe de Libourne depuis Bordeaux. Une autre, un peu plus récente, qui a mis en œuvre l'usage, le double usage de son foncier, de son parking avec un parking silo et du photovoltaïque. Et puis une troisième qui est la plus historique, la plus grande, qui correspond plutôt au format des années 70-80, avec un parking peut-être surdimensionné en termes de capacité, et qui est peut-être celui qui est le plus difficile à faire muter actuellement. Voilà en gros les enjeux. Merci. Peut-être Jean-Luc Marx, du coup, pour la ville de Cahors, c'est intéressant parce que en regardant, en balayant très schématiquement la ville, il y a 3 polarités commerciales. On en parlait dans l'échange préalable, le centre-ville et puis 2 polarités de périphérie. Donc c'est presque un cas d'école. Est-ce que vous pouvez partager votre vision sur peut-être cette complémentarité de l'armature commerciale de Cahors ? Merci. Oui, peut-être un mot pour remercier la Fabrique de la Cité et sa démarche sur les villes d'équilibre, villes moyennes, puisque Cahors avait eu la chance d'accueillir la première expédition urbaine de la Fabrique et s'en est félicité depuis 2021. Et peut-être quelques mots tout de même, parce que tout le monde ne connaît pas Cahors, et je ne peux pas m'empêcher, collègues, de faire une petite comparaison avec Libourne. On a des points communs, c'est clair. En démographie, on pèse 20 000 habitants, un tout petit peu moins que Libourne. En interco, on est dans un périmètre de 36 communes avec 46 000 habitants. Là où on va beaucoup différer, c'est que pour nous, la métropole régionale, elle est loin. Elle s'appelle Toulouse. Le ruissellement de l'activité de la métropole, il concerne assez peu Cahors. On est à 100 km. On a Montauban entre Cahors et Toulouse. Et en revanche, ce qui va nous rapprocher de la métropole néo-aquitaine, c'est la superficie. À Cahors, on est plus grand qu'à Bordeaux. On est à 65 km², ce qui veut dire une population des hameaux et de l'habitat relativement dispersée et des services publics assez onéreux. Et donc, une fonction de centralité qui est peut-être aussi, notamment en termes commerciaux, plus pesante qu'ailleurs. Pour répondre plus directement aux trois sites que vous avez évoqués, qui correspondent très bien, si on simplifie un petit peu les choses, à l'organisation commerciale de la ville, je commencerai par le centre, parce que c'est le centre, il est historique, il est gallo-romain, il est médiéval, il accueille un marché de renom, une halle de renom, un centre-ville avec une distribution d'un peu plus de 500 cellules commerciales où le taux de vacances est aujourd'hui encore inférieur à 10%, ce qui, pour nous, est plutôt pas mal, mais où se préparent des mobilités, des synthèses et des mutations qu'il faut essayer de préparer. Ce n'est pas complètement le sujet, mais je suis obligé de rebondir un peu sur ce que disait Martin Malvy, cher Monsieur le Ministre, tout à l'heure, sur le centre-ville. Vraiment, la proposition de Cité-Cité pour faire en sorte que l'habitat vacant soit privilégié dans le cadre d'une démarche de reconquête des logements, ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement important, et notamment pour le commerce. Zone commerciale,
on a, comment dire, la zone de boîte à chaussures moderne. Je pense que l'appellation est tout à fait justifiée. La zone de boîte à chaussures moderne, pour Cahors, c'est l'Abérodi, c'est la zone nord. C'est une zone commerciale dont la dernière unité a été inaugurée il y a maintenant 2 ans. Elle est propre, elle est plutôt jolie, elle correspond à une demande de la population. L'inquiétude, elle peut éventuellement se poser pour le long terme. En tout cas, pour l'instant, ça vit bien. L'autre zone commerciale, elle, en revanche, elle cumule un peu tous les problèmes. Zone sud de Cahors, on l'appelle route de Toulouse. Ce sont les 3 kilomètres de long qui séparent l'entrée dans Cahors et l'accès à la rivière Lot, qui forme une boucle qui délimite en quelque sorte la vieille ville. Sur ces 3 kilomètres, l'histoire s'est arrêtée il y a 20 ans. L'histoire s'est arrêtée il y a 20 ans avec la prescription d'un plan de prévention du risque inondation, un PPRI, qui fige la situation. Et donc le défi pour là reconstruire la ville sur la ville, y faire une activité commerciale qui corresponde à sa spécificité, c'est ce qu'on verra, je crois, dans les questions suivantes, mais c'est vraiment un défi de grande taille pour une ville comme Cahors. Merci. Samuel Depré, du coup, vous êtes professeur des universités, spécialiste en urbanisme commercial. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'état de recherche actuel et peut-être rebondir sur justement cette vague de questionnements impulsés par l'État sur repenser la périphérie commerciale? On a eu des appels à projets en 2017, en 2023. Est-ce que ça vous questionne? Est-ce que ça vous interroge? Peut-être quelques mots sur l'approche que moi je développe. En fait, je mène des réflexions qui ne sont pas sur la résilience du commerce, mais plutôt sur la place du commerce dans le projet de résilience territoriale, c'est-à-dire la place du commerce dans la fabrique de la ville, avec un point d'entrée qui est important pour moi, c'est d'insister sur la question de la consommation. Donc ce n'est pas une posture qui est contre le commerce, mais c'est une idée qui consiste à définir des grilles de lecture qui sont un petit peu de rupture finalement, avec un mode de développement commercial qui a été assez uniforme sur le territoire au cours des dernières décennies, et l'idée qu'aujourd'hui, de mon point de vue, le devenir du commerce doit se penser dans des approches qui sont territorialisées. Et pour essayer d'expliquer un petit peu mon propos et puis peut-être un petit peu ce que je peux apporter dans cette table ronde, c'est essayer de poser des angles de lecture qui sont finalement peut-être complémentaires de ceux qui sont définis dans le cadre notamment du plan national sur la requalification des zones commerciales. Le premier, c'est effectivement ce que je disais, c'est cette question de la consommation. Les zones commerciales, elles sont des artefacts de la société de consommation. Ce sont des équipements de forme de cette convention à laquelle finalement on a toutes et tous adhéré, et régulièrement le consommateur, à travers les différents formats, depuis les années 70, tous les formats qui ont contribué à moderniser les zones commerciales, et à chaque fois il y a eu cette adhésion réaffirmée par le consommateur, à tel point que la société de consommation, elle est devenue vraiment cette matrice sociale. Ce qui change aujourd'hui, c'est que cette société de consommation, elle est toujours aussi vive, mais elle change, cela dit, dans ses formes. Elle change dans sa matérialité. On a un pouvoir d'achat qui est stagnant, évidemment impacté par l'inflation. On a le développement du e-commerce, on a des canaux alternatifs qui se développent. Et puis parallèlement, on a des aspirations aussi à de nouvelles formes de consommation. Des consommations éthiques, des consommations appuyées sur le localisme, appuyées sur la seconde main, même un petit peu la déconsommation. Et donc, je pense que les zones commerciales, pour les lire de façon un petit peu plus efficiente ou peut-être un petit peu plus fine, il faut avant tout les envisager comme des zones de consommation. Et peut-être aujourd'hui des zones de déconsommation. Le moment que nous vivons, de mon point de vue, c'est un moment où on a une dichotomie très forte entre le commerce physique et la consommation, et dans une rupture où on avait finalement une seule et même réalité. La consommation se faisait dans les zones commerciales pour l'essentiel. Et puis le deuxième point d'entrée, c'est cette notion même de zone. Cette notion de zone, aujourd'hui, à travers le plan finalement gouvernemental, elle est complètement rediscutée. À l'origine, cette notion de zone, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'on a défini une sanctuarisation de certains espaces pour développer du commerce. On en a fait des destinations commerciales dans un premier temps, aujourd'hui ludiques, récréatives. Et ce que l'on envisage de faire aujourd'hui, c'est de reconstruire des morceaux de ville, c'est-à-dire partir finalement à rebours dans des espaces qui n'étaient pas dédiés finalement aux horizons vers lesquels on les projette.
Et le regard qui est un petit peu le mien aujourd'hui, c'est qu'il y aura certainement des zones commerciales éligibles à cette projection dans le quartier de ville ou dans ce nouveau morceau de ville, sur le registre de la mixité, avec du logement, avec des bureaux, mais qu'un grand nombre de zones commerciales, de mon point de vue, malheureusement, ne le seront pas, parce que mal desservies, parce que par les transports collectifs, parce que trop éloignées des pôles urbains. Et ma crainte, c'est aussi que finalement, on ait, avec les zones commerciales pour les collectivités, finalement, l'un des problèmes majeurs des prochaines décennies. Donc c'est pas, mon propos n'est pas orienté uniquement vers les zones en difficulté. Je pense qu'il a aussi de la même légitimité sur les zones qui fonctionnent bien, parce que ce que l'on n'a peut-être pas fait sur le temps long, c'est d'avoir ce regard vigilant sur le consommateur. Et avec cette idée que finalement, le commerce détermine l'offre, et derrière l'offre, il y aura une réponse qui est l'achat. Peut-être qu'aujourd'hui, les grilles de lecture, elles doivent s'envisager de façon différente, notamment en termes de besoins dans les territoires. Et de mon point de vue, les besoins dans les territoires sont très différents d'un territoire à l'autre. Et c'est peut-être là la rupture avec une matrice aménagiste qui a été la même et uniforme sur le temps long. Merci. On continue ce petit tour de table. Achille Bourdon, vous êtes architecte urbaniste et vous avez une approche résolument novatrice puisque vous envisagez les zones commerciales à l'intérieur d'un plus grand périmètre, puisqu'elles finalement elles y appartiennent, les zones d'activité économique. C'est l'une des typologies des zones d'activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet objet d'étude et puis finalement votre spécialisation sur ces ZAE dans votre agence ? Alors, merci beaucoup pour cette invitation et pour apporter ce témoignage, cet élargissement peut-être aussi de la focale, un peu comme mon voisin. En effet, nous travaillons sur ces objets curieux parce qu'on les appelle villes. On souhaiterait les amener à faire ville, alors qu'ils ont été prévus comme des zones, construits comme des objets fonctionnels, des infrastructures. Et finalement, mon intérêt en tant qu'architecte urbaniste, c'est précisément qu'ils résistent profondément à faire ville, ces objets, et que de là naît une problématique, un paradoxe, même une ambition contradictoire qui potentiellement peut être une gageure, avec la question, est-on capable de faire ville à partir d'une zone commerciale, laquelle, et finalement, comment y parvenir, comment réussir le pari et par quels moyens. Donc on est finalement des observateurs avec une casquette très transversale, puisque à l'agence nous avons une pratique qui s'est étirée depuis vraiment la stratégie territoriale jusqu'à la conduite d'opération en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire un regard très transversal à vocation de venir saisir un enjeu et finalement s'interroger sur la manière de le traduire en un projet qui vient réaliser la stratégie territoriale comme un échantillon et qui potentiellement peut faire école. C'est une manière de travailler qu'on a conduite, ce qui m'amène à me caractériser d'observateur avec les mains dans l'opérationnel. Et finalement, donc j'avais envie de proposer de prendre un peu de distance et de, en effet, réhabiliter aussi la question de la zone commerciale en tant que la question première de la ressource foncière et en tant que la question du foncier économique. C'est vrai que quand on pense le foncier économique comme l'héritage de ce XXe siècle aménageur, puisqu'on a ouvert des zones, qu'elles soient commerciales ou d'activité, par un cycle qui finalement correspondait à la volonté de renouveler l'emploi dans les territoires, en ouvrant des terrains à urbaniser, en réfléchissant avec un raisonnement de caractérisation de la capacité d'accueil à l'hectare de foncier disponible. Et que cette dynamique, elle change complètement de paradigme, elle est battue en brèche par les nouvelles orientations de la ZAN, de la loi de protection des fonciers non urbanisés, et par l'enjeu de venir d'un modèle extensif substituer un modèle intensif. Mais c'est pas tout de le dire, c'est comment on va faire, d'une part. Et puis finalement, le foncier économique, il est perçu en tant qu'infrastructure, il est en fait en effet à trier. On a parlé de la mobilité ce matin. Et précisément, s'agissant des zones dédiées à l'emploi, on a eu un très bel exemple de l'importance que revêtait la proximité entre les lieux de travail et les bassins d'habitation. Et en l'occurrence, certains fonciers économiques sont neutralisés par leur positionnement géographique, qui est l'héritage d'une époque, et qui finalement devient le patrimoine commun et le terrain de jeu du développement économique pour le futur.
Alors, quelquefois, dans les zones... vu que les métropoles ont drainé beaucoup de la dynamique d'aménagement des territoires sur leur aspect économique, il y a certaines villes moyennes sur lesquelles la question est plus ou moins tendue de la ressource foncière pour assurer le développement économique. Mais nous, on accompagne des territoires alpins qui sont très préoccupés par la disponibilité de ressources foncières pour accompagner les trajectoires de démographie. C'est-à-dire qu'il faut bien produire des emplois quand on accueille des habitants. Et il faut du terrain pour ça. Et comme on ne raisonne plus à l'hectare, il faut raisonner au mètre carré et venir intensifier et trouver des logiques d'action, mais je pense qu'on va pouvoir en parler, qui sont complètement alternatives à un urbanisme extensif, où on faisait le contrat pour ouvrir des nouvelles zones et aménager. Maintenant, on doit venir intensifier, faire de l'urbanisme de projet. Et précisément, la question, elle est posée. Quel projet possible avec les zones commerciales ? Quel projet possible avec les entrées de ville, quel imaginaire réhabilité pour venir aller chercher à renouer une capacité de projection sur ces espaces-là. Et nous, on a fait un travail qui nous intéresse beaucoup, c'est d'aller chercher à l'étranger, parce qu'on a l'impression que le fonctionnalisme a parachuté sur les territoires un objet très générique, qui relativement est vrai. On parlera d'une zone à Cahors et à Libourne, potentiellement avec les mêmes mots, les mêmes vocabulaires pour désigner les mêmes matérialités, les mêmes ambiances, atmosphères, voire les mêmes acteurs. Mais en réalité, quand on va s'interroger sur ce que sont les zones d'activité en Italie, à Gênes, une ville qui est coincée entre la mer et la montagne, qui a verticalisé, a construit des tours dès le Moyen-Âge pour trouver de la place et a une culture de la verticalisation, les zones commerciales là-bas se construisent sur des immobiliers à rampe en béton. Alors, c'est pas particulièrement esthétique, c'est un peu un esthétique brutaliste de la zone commerciale, mais qui n'a absolument rien à voir et qui ne met pas la même valeur dans l'immobilier. Par exemple, si on va voir sur les polders en Hollande, c'est pareil, on a une densité, un usage du foncier qui est nettement plus performant que sur le modèle français. Et on a un rapport à la matérialité, à la présence de l'eau, à la végétation qui est très différent. Donc en réalité, voilà, mon propos, c'est de dire que une manière de projeter des imaginaires qui réconcilient le générique de la zone de la France moche avec une perspective de projet, c'est prendre de la hauteur et aller chercher dans le localisme, dans les spécificités des zones elles-mêmes. Merci. On va revenir sur cette comparaison du centre commercial à l'international tout à l'heure. Je termine avec Anne-Laure Jomouillet. Vous êtes là parce que, entre autres, vous développez un outil d'aide à la décision pour les collectivités, donc très utile pour les élus. Vous commencez à avoir du recul sur cet outil, sur les premiers résultats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors bonjour. Peut-être d'abord vous présenter ce qu'est le CEREMA, qui est le Centre d'études sur les risques, l'environnement, les mobilités et l'aménagement, qui est un genre de bureau d'études sous la double tutelle des collectivités et du pôle ministériel écologique, en charge d'accompagner les collectivités dans leurs projets de transition écologique. Et nous, donc, dans le domaine du foncier, on accompagne plus précisément les collectivités dans l'élaboration de leurs projets, l'élaboration de leur stratégie de sobriété foncière. Donc c'est un vaste programme. Mais la porte d'entrée qui est la nôtre au CEREMA consiste à d'abord traiter les données foncières. Il y a une véritable expertise qui s'est développée au sein du CEREMA sur l'exploitation et le traitement des données foncières, parce que c'est ce qui permet le premier socle, la première étape de l'élaboration d'un projet de sobriété foncière, c'est la connaissance de son foncier et notamment l'identification d'un foncier potentiellement disponible qui est même parfois invisible via ces gisements fonciers, ces dents creuses, ces regroupements parcellaires, via l'inventaire des friches dont on parlera tout à l'heure, ou encore le recensement des locaux pour ce qui nous concerne aujourd'hui sur le foncier économique, des locaux d'activité vacants. Donc ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, c'est que, et je pense que ça fera écho aux propos de mon voisin, on accompagne les collectivités dans l'étape d'après, qui est donc la hiérarchisation de l'action, une fois qu'on a qualifié ce foncier potentiellement disponible. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis, on les accompagne en troisième et quatrième pilier, entre guillemets, dans la traduction un peu opérationnelle de la mobilisation de ce foncier invisible et la traduction aussi de ses intentions dans les documents d'urbanisme, dans la planification, en fait, pour avoir une vision la plus globale possible de ce projet, de ces enjeux.
Et la particularité du CEREMA, c'est que nous travaillons comme d'autres. Nous travaillons en réseau, à la fois réseau national entre différentes directions territoriales du pays et des Outre-mer, et également de manière transversale, nous en foncier, on travaille beaucoup. C'est difficile de traiter que de la donnée foncière et d'imaginer un travail ultérieur sans avoir nos collègues de l'aménagement dans la boucle ou des spécialistes écologues ou encore des spécialistes, par exemple, de la prévention des risques en fonction des contextes territoriaux et de la commande aussi qui nous est portée. Voilà. Merci. Alors, peut-être commencer par une photographie, finalement, des zones commerciales, même si c'est évidemment un chantier sans fin, mais se poser la question, que peut-on dire des zones commerciales aujourd'hui en France? Quel est le modèle? Est-ce que finalement on est arrivé au bout d'un modèle qui consistait à adosser des locomotives commerciales à d'autres types d'enseignes? On sait qu'aujourd'hui on va beaucoup plus vers des destinations retail, loisirs, récréatives. Samuel Depré, est-ce qu'on peut se faire un petit récap synthétique de l'évolution finalement du modèle des zones commerciales en France et peut-être en complément Achille sur le benchmark international et puis la façon dont on peut avoir effectivement des points de comparaison à l'étranger sur ces objets-là. Établir un portrait des zones commerciales périphériques aujourd'hui en France, ça me paraît être un exercice bien délicat. Ambitieux. Ambitieux, mais aussi bien délicat. Bien délicat parce qu'on a une telle diversité de situations par rapport à la taille, par rapport aux contextes territoriaux, par rapport au fait qu'on ait une foncière puissante ou non dans la zone commerciale, que l'on ait une galerie marchande qui soit portée par des associations ou effectivement par ces opérateurs privés. L'inventaire qui a été fait à l'échelle nationale a l'intérêt d'avoir permis de créer ce plan qui aujourd'hui va permettre à certaines collectivités effectivement de réinterroger leurs actifs, de mener des études et puis pour certaines zones de passer dans la phase opérationnelle. Ce qui me semble plutôt nécessaire d'opérer, c'est d'avoir des approches une fois encore très ciselées à l'échelle de la zone pour porter la réflexion une fois encore dans le territoire de manière à regarder quels sont les besoins et derrière venir redimensionner une offre peut-être et aussi en préalable peut-être arrêter de développer certaines offres commerciales. Ce que l'on observe à travers les cas que moi j'ai pu tout ou moins regarder. Vous les avez en slide d'ailleurs. Ah, je les ai derrière. Ah oui, excusez-moi. Oui, là on est sur l'exemple d'une zone périphérique qui est à Barentin, donc on est en Normandie, on est à 10 km de Rouen. Donc c'est une zone qui a tous les attributs de la zone commerciale périphérique conçue pour la voiture, développée dès les années 70 autour d'un hypermarché Carrefour, et qui aujourd'hui est marquée par une déprise commerciale particulièrement marquée. Et quand je disais qu'effectivement il y a peut-être cette question de réinterroger l'existant avant de penser un développement, la deuxième partie du slide que vous voyez, c'est que finalement à travers des documents de planification aujourd'hui comme les SCOT, on se trouve confronté à la possibilité pour des territoires qui sont finalement voisins de porter un développement commercial sur l'une des parties, alors que la commune limitrophe, immédiatement située à son contact, est marquée déjà par une déprise. Et l'opération que vous voyez, finalement, c'est un équipement qui a été légitimé par l'accueil de 5 nouvelles offres commerciales pour redynamiser la zone. Ça, c'était le projet tel qu'il a été motivé, tel qu'il a été soutenu par la CDAC. Et dans les faits, 3 mois plus tard, ce que l'on observe, c'est que ces 5 cellules commerciales, 3 sont occupées par des enseignes qui sont simplement venues se relocaliser. Elles étaient déjà présentes sur le territoire. Elles sont venues chercher de la visibilité en étant à proximité d'un rond-point, dans des locaux plus modernes parce qu'il y a des enjeux énergétiques derrière. Mais finalement, on est dans un mouvement où on crée de la vacance commerciale avec des consommations de foncier et puis un sujet qui se pose quand même derrière le devenir des zones commerciales, c'est la faisabilité matérielle, technique et financière. Parce que convertir une zone commerciale en projet de ville, ça va venir poser la question de la prise de possession des actifs commerciaux vacants. Et ils sont quand même capitalisés sur plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus. Donc quel montage financier va-t-on pouvoir envisager pour prendre la possession de ces actifs, dont il va falloir envisager en première intention le démantèlement, peut-être des sujets de dépollution des sols, parce qu'on est quand même sur des parkings qui ont été utilisés pendant plusieurs décennies,
pour ensuite penser le projet, avec toute l'ingénierie et les études que cela nécessite, et ensuite mettre en œuvre le projet. Donc la question qui se pose aujourd'hui, également à travers cette question des zones économiques, mais là je pense que vous pourrez davantage répondre à la question que moi, c'est quelle désirabilité aussi pour ce nouveau cadre de vie, c'est-à-dire comment on transforme une zone commerciale en un espace, un cadre de vie agréable et vecteur de qualité de vie également. En effet, c'est vrai que je peux rebondir très clairement sur cette question, puisque sans avoir la baguette magique, et si c'était le cas, j'aurais été appelé par le gouvernement qui a lancé une étude, enfin un grand questionnement ouvert sur cette question. Donc non, je ne me ferai pas le grand soir. La question, elle est plutôt pour moi dans le rappel de l'équation. J'aurais envie de croire que tout est possible sur le plan de... justement, peut-être il s'agit de mobiliser l'attention nécessaire pour aller chercher à finalement faire évoluer les quelques codes qui vont déclencher une dynamique. Parce que j'aurais tendance à dire qu'il n'y aura pas de grand soir de la zone commerciale, mais par contre, il faut la considérer dans une vision long terme. Et c'est vrai que si on prend juste le volet de l'urbanisme réglementaire pour venir muter progressivement à échéance de certains cycles, comme les cycles de valeur, et d'aller au bout de la vacance pour attendre que finalement on projette quelque chose, c'est pas très convaincant ou pas très concret. Donc la question, c'est peut-être comment est-ce qu'on peut mobiliser un imaginaire, puis de l'opérationnel, des logiques de projet qui vont déclencher des nouvelles équations. En l'occurrence, c'est l'hybridation fonctionnelle des zones qui va venir déclencher peut-être une évolution de l'équation, mais avec la prudence de pouvoir d'accueillir des fonctions nouvelles dans des zones qui pourraient devenir les ghettos de demain, si on y installait par exemple des logements sans prendre la précaution de projeter dans le long terme les garanties de réussite, entre guillemets. Et donc je voudrais contourner un peu cet écueil-là pour aller sur une question qui me paraît importante, c'est les fonctions de foncier comme ça économiques, elles sont durables a priori, c'est de venir accueillir les flux, on en a parlé ce matin, les vêtements transitent par des entrepôts, le commerce est finalement un maillon de cette chaîne de distribution qui est l'acte de vente, mais en fait il va falloir qu'on maintienne dans les territoires des espaces pour accueillir ces fonctions-là, les fonctions en fait d'accueil de poids lourds, pour du fret, parce qu'il en faut dans les territoires, des grands fonciers capables d'accueillir et d'être des réserves pour le futur, qui ne soient pas le report au moment donné vers des terrains agricoles quand il faudra finalement accueillir un projet d'entreprise, accueillir. Et donc la réponse, on peut aller la chercher, l'inspiration peut chercher un peu dans les zones commerciales. Je parlais des zones commerciales hollandaises, où par exemple la culture du foncier économique dans la banlieue de Rotterdam, qui nous a assez marqué, elle est vraiment confondue entre les espaces dédiés au commerce, qui ne sont pas les malls, qui sont ces particularités d'être des retail parks, qui sont des unités autonomes portées par un opérateur, mais plutôt la place qu'ont pris les activités économiques dans la ville. Elles sont commerce et activités très confondues en réalité, et sur des modes d'implantation plus précautionneuses de l'usage du foncier. Peut-être que déjà, une question importante, ce sera d'aller chercher à trouver le vide, et dans la partie opérationnelle immédiate, être sur une veille. Je pense que les EPF on va y venir justement sur les outils et la question du foncier. Voilà. Et pour aller chercher à finalement introduire une logique de transformation qui doit aller peut-être pas trop vite parce qu'on n'a pas les moyens, mais pas trop lentement, pour que les premiers pionniers de cette transformation ne soient pas esselés. Je ne suis pas certain d'avoir apporté une réponse très concrète, mais finalement, cette dynamique-là, on est dans l'opérationnel, et la situation se résonne vraiment sur chaque typologie de site de manière différente. Alors, on va peut-être passer, justement, même si ça ne résout pas tout, aux outils réglementaires, aux leviers qu'on a pour faire évoluer ces périphéries commerciales. Et là, du coup, je me tourne plutôt vers Laurence Roued, avec la double casquette EPF et puis région, avec l'outil de planification stratégique, donc le SRADET. Et puis ensuite, Jean-Luc Marx, qui nous parlera du projet partenarial d'aménagement, de préfiguration, qui permet quand même d'actionner la transformation de l'entrée sud de la ville de Cahors, donc la zone commerciale dite route de Toulouse. Bon. Déjà, le premier devoir des régions, et à travers leur schéma d'aménagement du territoire, c'est d'essayer
d'aider à la prise de conscience. Voilà. Il y a eu des évolutions sur la question de l'aménagement commercial. Il y a des évolutions législatives, mais aussi dans la perception des choses, parce que beaucoup de maires se sont retrouvés dans des situations de dévitalisation de leur centre-ville ou de leur centre-bourg. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, ah oui, il y a quand même un sujet avec ces zones commerciales de périphérie, qui elles-mêmes sont maintenant sur un taux de vacances au niveau national supérieur à celui des centres-villes. Donc ça a aidé à la prise de conscience, et nous, on a décidé, à travers le schéma d'aménagement du territoire, d'accompagner ça, effectivement, dans notre rôle de personne publique associée, mais aussi dans des réglementations. Et comme on s'est engagé dans un vrai travail, pas simple, parfois remis en question, surtout en ce moment, de sobriété foncière, et d'engager les territoires à aller vers la sobriété foncière. Le premier sujet sur lequel on a vraiment été le plus réglementaire, on va dire, et le plus prescriptif, c'est celui des zones commerciales de périphérie, en édictant une règle disant que tout commerce de périphérie en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que l'on incite à faire à travers les documents de planification, doit principalement se retrouver une place, soit en centre-ville, en centre-bourg, ou dans les zones commerciales existantes. Voilà. Et donc de faire ce travail, de ne pas consommer et de ne pas aller faire des mètres carrés supplémentaires. On voit à quel point, et avec le peu de qualité et avec ce système de zonage, finalement, il est difficile de réparer ce qui a été fait dans les années 70, 80, 90 et de faire muter de façon qualitative ces zones. Donc notre premier devoir, ce que l'on s'est dit, c'est à travers l'outil réglementaire, inciter à ne pas continuer à ça, parce que ça va être difficile de réparer. Insister sur la qualité et doubler notre portée réglementaire, un certain courage en commission de développement d'aménagement commercial, en demandant aux conseillers régionaux de ne pas soutenir, et c'est pas toujours un moment facile, de ne pas soutenir en CDAC des projets qui vont en extension. On a été aidé par l'évolution législative qui demande maintenant aux porteurs de projets de faire des mesures d'impact justement sur les conséquences en termes de concurrence commerciale dès qu'on fait des nouveaux mètres carrés supplémentaires. Mais enfin, on a décidé et on a voté dans toutes les CDAC, généralement contre des projets, et on a voté pour des projets quand ils trouvaient leur place sur des zones déjà artificialisées, et également quand ils essayaient justement de penser ce qu'on doit faire en urbanisme maintenant, c'est-à-dire la mutabilité finalement à court, moyen ou long terme de ce que l'on va construire et aménager. Et donc on accompagne et on favorise des projets d'aménagement commerciaux qui sont avec par exemple des bureaux dans les étages, qui pensent déjà la mutabilité finalement de la zone. Et c'est ça qu'on essaie d'accompagner avec des règles générales et en acculturant et en ayant une position, mais qui est maintenant de plus en plus comprise. Du côté de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, là on est plutôt sur l'outil opérationnel qui est là pour justement essayer d'accompagner sur l'existant et avec deux sujets évidemment, je le disais tout à l'heure, on commence à être de plus en plus sollicité par des maires qui nous demandent d'accompagner ce qui est devenu une friche. Et parfois, souvent, dans ces zones un peu éloignées et qui sont en vacances. Et on sait bien que plus une zone se dégrade, mais c'est pareil pour les zones d'activité économique, plus elle se dégrade, plus elle perd en qualité, plus elle perd en attractivité, et finalement, plus elle va rentrer dans une spirale de déprise. Et d'où le rôle important de la réglementation et des CDAC, c'est de faire en sorte de ne pas créer de la concurrence ailleurs, parce que cet effet de concurrence, on l'a vu. On le voit sur l'aire métropolitaine bordelaise, les très vieux ensembles commerciaux des années 70-80 ont été dévitalisés par les nouveaux qui se sont construits et qui, eux, sont évidemment attractifs. Donc l'EPF, premier sujet, on est en train de réfléchir avec la Banque des Territoires à créer une filiale dédiée à la question commerciale qui pourra intervenir sur du commerce de centre-ville, mais aussi sur du commerce de périphérie. On pense à cette fonction-là. Et puis, on a déjà mené l'acquisition, alors plutôt de boîtes à chaussures, effectivement, pour accompagner les maires qui sont face à cette difficulté d'imaginer quoi en faire. Et donc, on a fait l'acquisition dans plusieurs collectivités, en Gironde, en Dordogne, en Haute-Vienne, de zones comme ça, ou de commencer à acheter des boîtes à chaussures pour au moins maîtriser le foncier. Parce que le sujet derrière tout ça, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question de la maîtrise du foncier. Et il y a peu de maîtrise publique de ces fonciers qui sont pourtant des fonciers stratégiques et sur lesquels on essaie, l'EPF et la région, d'inciter les maires et les collectivités à essayer de prendre un peu les devants et à se dire
J'entends que ce n'est pas forcément évident à intégrer en projet de ville, mais en tout cas, ça ne peut pas être un impensé de l'aménagement et de ce que les élus imaginent sur ces zones-là, d'autant plus qu'on va vers la sobriété foncière et vers le ZAN, et que donc, quelque part, et je le dis souvent, je dis à des maires de façon générale, qui avant, la friche, c'était plutôt, et c'est encore souvent la friche, finalement une calamité. Mais en réalité, la friche de maintenant, c'est la richesse dans 5, 10, 15, 20 ans. Voilà. Et pour les zones commerciales, il faut se le dire, cette richesse, elle est assez peu publique. Et donc, engager les maires à travers des outils tels les EPF ou à travers des outils d'aménagement et inciter les élus à créer des SCOT, parce qu'à travers les SCOT, et il y a la Nouvelle-Aquitaine, il y a un tiers du territoire de Nouvelle-Aquitaine sans SCOT. Donc il y a encore des territoires qui ne sont pas dotés et qui ne font pas cet effort-là ou qui n'en ressentent pas le besoin. Or, si on veut être, quand on est un maire, quand on est un élu, quand on est une interco, si on veut être fort par rapport à des stratégies foncières qui vont nous dépasser et sur lesquelles la puissance privée ou la puissance commerciale ou la puissance des grandes stratégies ou la puissance du propriétaire qui habite pas loin mais qui a beaucoup de propriétés foncières et donc il y a une vraie puissance, voire une puissance de nuisance. Si on veut donner l'outil politique, technique aux élus pour prendre les devants là-dessus, il faut se doter des outils d'aménagement. Et le SCOT, ça en est un, donc on incite les territoires à se doter de SCOT. Et donc effectivement, il y a ce sujet extrêmement important de se dire, on peut agir maintenant en faisant de l'acquisition et on doit réfléchir à plus tard à la mutabilité et peut-être accepter de discuter avec les propriétaires fonciers pour savoir ce qu'ils vont imaginer parce qu'ils ont leur stratégie. Des stratégies qui sont assumées pour en faire à terme peut-être des lieux de développement économique, mais aussi des lieux attractifs et des lieux attractifs de vie. Et il ne faudrait pas non plus qu'à terme, ces stratégies foncières conduisent à redévitaliser des centres-villes sur toutes des opérations de revitalisation qu'on aurait menées pour accueillir des professionnels de santé, pour accueillir du loisir, pour revitaliser et reconquérir d'abord le logement vacant dans les centres-villes. Quels vont être les liens entre ces projets de territoire-là et les projets de ces zones commerciales à venir, dont on maîtrise assez peu le public. Merci. On reviendra après sur le sujet foncier avec évidemment l'outil du CEREMA et puis les sujets de dureté foncière aussi dans votre approche opérationnelle. Jean-Luc Marx, sur le projet partenarial d'aménagement, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, je ferai peut-être une petite transition tout de même entre le PPA et ce que j'ai dit tout à l'heure pour revenir à la politique commerciale sur Cahors, les 3 zones que j'ai évoquées, la zone nord contemporaine, le centre qui commande le reste. C'est-à-dire le centre-ville, il est prioritaire. On veut le conserver comme pôle d'attraction. Il n'est pas question de toucher aux marqueurs qui sont sur ce centre-ville de Cahors. Et cette zone nord contemporaine de la Béraudy, par exemple, elle est tentée par des unités commerciales de petite surface. Il n'en est pas question. On est sur des zones, ou plutôt des unités à 600-800 mètres carrés base. Il n'est pas question de descendre en dessous. Il n'est pas question d'avoir une concurrence agroalimentaire dans cette zone. Je passe au sud et au projet de PPA. Je le redis pour qu'on se comprenne bien, c'est une zone figée depuis 20 ans parce qu'il y a un plan de prévention risque inondation. On est post 2 inondations majeures avec gros dégâts, la dernière en 2010, qui représente une menace telle celle qu'on a vue s'exprimer ces derniers jours à Valence, etc. Donc c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est du risque fort. Donc la première démarche, c'est de retrouver la sécurité civile et donc une hydraulique maîtrisée. Et au-delà de ça, notre ambition, c'est de reconstruire la ville sur la ville, en fait. C'est pas trop de faire une zone commerciale, c'est de refaire la ville dans ses diverses composantes, puisqu'il y a certes ce commerce, mais si je détaille un tout petit peu, c'est par exemple la zone des concessions automobiles. Que se passe-t-il dans le monde automobile et dans le monde des concessions ? On entend que Stellantis envisage un seul showroom pour l'ensemble de ses marques. Faisons juste le calcul les uns les autres. Déclinez les marques de Stellantis, faites-en un seul showroom et une zone de stockage réduite de 90% parce que le mode de commercialisation automobile est en train de changer et ça vous fait une conséquence foncière, territoriale exceptionnellement compliquée. Comment on agit, nous, collectivités, par rapport à une situation de ce type ? On est sur un plan de prévention du risque naturel, pour vous faire sourire peut-être. On n'est pas sur un PPRT, un plan de prévention du risque technologique. PPRT, ça veut dire, par exemple, établissement Céveso, ça veut dire participation financière des entreprises. PPRN, ça veut dire les collectivités font leur affaire et s'en débrouillent. Quel outil avons-nous ? Ma première tentation, je ne vous le cache pas, c'était l'opération d'intérêt national. On connaît ça dans la Loire, à l'EPAZ, on connaît ça à Marseille avec Euromed.
moi j'aurais bien vu une éolienne se déployer sur le secteur. C'est plus de 16 ans, et on m'a renvoyé à la loi de 2019, à la loi Elan, et au PPA, projet partenarial d'aménagement, dont le premier avatar a été signé à Toulouse, pas à Toulouse, pardon, il y en a un à Toulouse, c'est vrai, à Strasbourg en 2019, et Cahors est le 23e, signé en juillet 2022. On commence à rentrer dans le dur, on est sur plus d'une douzaine d'études qui ont été engagées, une partie terminée. La partie ingénierie, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure dans les conditions de réussite et les difficultés, est extraordinairement complexe et difficile, mais on y arrive, on continue d'avancer. Donc on a un PPA signé, on a une possibilité donc, de dialogue avec les services de l'État qui nous permet d'avancer dans de bonnes conditions techniques et financières, puis avec des partenaires là aussi que je pourrais peut-être citer. On essaie de poursuivre au-delà. On est en train non seulement de réfléchir, mais on a déposé notre candidature pour être GOU, G-O-U, Grande Opération d'Urbanisme. Je crois qu'à ma connaissance, il en existe 2 en France, une à Marseille et une sur Val-de-Marne et Paris. La GOU, pour donner juste 2 exemples, un territoire défini en grande opération d'urbanisme, il vous permet d'exercer un droit de préemption sur les fonds commerciaux, ce qui pour nous serait un outil intéressant. Il vous permet de délivrer des permis qualifiés de permis d'innover. Autrement dit, c'est un permis de construire, d'aménagement qui porte en germe toute une série de dérogations possibles. Donc voilà la procédure dans laquelle nous sommes. Et si on regarde territorialement les choses, notre route de Toulouse, c'est 3 km de long connecté à la rivière Lot et au centre-ville. C'est désormais un PPA. C'est ACV2, c'est Action Cœur de Ville Grand 2, en tant qu'entrée de ville. C'est une zone où on a remporté le concours lancé au niveau ministériel, plan national de reconquête des zones commerciales, où on a eu une contribution financière qui est intéressante. Et donc, vous voyez, c'est un territoire bien ciblé sur lequel s'applique une déclinaison, comment dirais-je, administrative et planificatrice qui doit nous permettre de faire, et je termine là-dessus parce que je sais que vous avez le souci du temps, j'ai dit reconstruire la ville sur la ville. On a, premier objectif, c'est la sécurité hydraulique. Donc on a un schéma désormais qui est prêt, les premiers travaux démarreront l'année prochaine. Un redéploiement des activités économiques qui tiennent compte évidemment des zones d'expansion de crues, de renaturation que l'on est en train d'intégrer, ce qui signifie des démolitions. On a commencé à démolir et à rendre à la nature un certain nombre d'espaces. Et enfin, la ville sur la ville, ça veut dire prendre des mobilités. Je prends juste cet exemple-là, puisqu'on le traitait en table ronde ce matin. Introduire les mobilités douces dans des zones qui ont été créées pour la voiture. Merci beaucoup. On va se pencher maintenant sur l'outil développé par le CEREMA avec Anne-Laure. Vous avez, je crois, des slides à l'appui. Et peut-être, du coup, avoir cette entrée foncière. Comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on a une grille de lecture sur les parcelles? Parce que c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est quand même le foncier sur ces zones commerciales. Ça peut être des grandes parcelles détenues par des foncières privées, mais ça peut être aussi du particulier. Vous allez nous expliquer un peu tout ça. Oui, en effet. Alors, nous avons été sollicités l'an dernier par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, qui était confrontée, comme bien d'autres territoires, à un triple enjeu. Le premier, c'était une tension foncière sur le foncier économique qui commençait à se faire sentir, et notamment une difficulté à répondre positivement aux sollicitations des entreprises pour leurs nouvelles implantations ou pour leurs extensions. Deuxième enjeu, c'était une envie un peu émergente de voir comment on pouvait commencer à envisager la requalification de certaines zones d'activité économique et notamment les zones commerciales en jouant un peu sur des fonciers disponibles. Et le troisième enjeu, c'était la révision de leur PLUI. Et eux, la collectivité, souhaitait nous faire travailler notamment sur les friches, leurs friches à vocation industrielle, commerciale et économique. Par déjà leur inventaire, le recensement de ces friches, et puis ensuite par ce que nous leur avons proposé, un travail de qualification, de caractérisation de leurs friches. Donc nous avons procédé dans un premier temps à l'inventaire de ces friches. Je vous parlais de l'expertise du CEREMA sur les données. Donc là, il y a eu un gros travail des géomaticiens sur, je vous passe les détails, c'est très technique, mais sur le traitement de différentes données, les données fiscales notamment, couplées à d'autres données, ce qui a donné donc un premier inventaire de ces friches que nous avons consolidé par des sorties terrain, parce que ce qui est une friche dans les données ne l'est pas forcément sur le terrain, notamment parce que parfois il y a des projets en cours
qui donc élimine la notion de friche. Et puis, une fois que l'inventaire a été consolidé par les sorties terrain, nous l'avons soumis à la fois aux communes de la communauté d'agglomération et à la communauté d'agglomération elle-même, qui sont des acteurs locaux qui connaissent bien entendu particulièrement bien leur propre territoire. Une fois cet inventaire des friches réalisé, nous avons élaboré une méthodologie qui vise à évaluer le potentiel de mutabilité de ces friches. La question, c'était de se dire quelles sont les friches qui vont être difficiles à mobiliser, qui vont être dures, d'autres qui pourraient être un petit peu plus faciles à requalifier, à mobiliser. Et deuxième question, c'était quels sont les facteurs, quels sont les critères qui rendent difficile la mobilisation de telle ou telle friche. Donc nous avons élaboré une méthodologie de scoring en fait avec l'identification de plusieurs facteurs qui expliquent la difficile mutabilité de la friche ou non. Ces facteurs sont ces grandes familles de critères sont assez classiques. La rétention foncière, la dureté foncière, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Les questions d'écosystème, on en a parlé avec les enjeux de biodiversité, et les enjeux de risque. Et puis les enjeux réglementaires, notamment liés au zonage PLU. Et toute une série de questions sur la façon dont la collectivité souhaite s'emparer, sa volonté politique, en tout cas l'avenir de la friche telle qu'elle l'est à l'instant où on l'étudie. Donc ça nous a permis de donner ce qu'on appelle un indice de mutabilité qui n'est qu'une aide à la décision. Évidemment, ça ne donne pas une recette miracle pour mobiliser la friche, mais ça nous donne un regard sur donc l'indice de mutabilité de chaque friche. Donc il s'agissait d'une 50aine de friches pour le Grand Périgueux. Donc à vocation encore une fois économique et commerciale, ce qui permet de les comparer entre elles, de les hiérarchiser. Et ensuite nous avons travaillé à évaluer leur destination possible, quelle est la destination qui serait la plus judicieuse pour accueillir quel type d'activité sur chacune de ces friches. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Juste Achille, peut-être sur le foncier, vous parliez de vos études préopérationnelles en entretien préalable en me disant que chaque mètre carré comptait, que vous alliez chercher chaque mètre carré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette approche-là et rapidement basculer sur justement des exemples de reconversion de ZAE où il y a ou pas des locaux commerciaux pour nous montrer un petit peu des exemples concrets? Alors, en effet, nous, on est en acquisition de compétences, si je peux dire un peu, mais je pense comme beaucoup, comme nous tous, certainement sur la question. Et parce que le sujet est assez récent, il a émergé avec Lausanne, donc de manière plus prégnante, j'entends. Et nous, la vision, ce qu'on s'attache à construire, c'est justement une capacité opérationnelle, parce que le rythme de mutation des zones d'activité, des zones commerciales, c'est vraiment pas le grand soir en l'occurrence, mais c'est plutôt une action d'accompagnement au long cours. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à articuler une vision stratégique qui puisse être posée sur la base d'un critère objectif ou non de besoins long terme pour accompagner du développement économique et de fixer des objectifs de densité à aller chercher sur une zone. Et après quoi, aller en effet basculer dans une logique d'opérationnalité sur du très concret du projet pour venir aller jouer sur tous les leviers et détecter les mouvements avec un développement endogène à la zone, qui sont potentiellement des projets à coordonner, à fédérer, peut-être sur la base de foncier public déjà maîtrisé, pour agréger et construire une dynamique. Parce qu'en fait, on croit beaucoup, en tant qu'architecte, à la question du signal, en réalité, de l'exemplarité. Quand on a, par exemple, une entreprise qui va venir, au lieu de déménager, étendre ses murs sur son parking en mutualisant une frange foncière avec son voisin pour déplacer ses parkings sur les parties de foncier qui sont en fait les retraits obligatoires, et venir jusqu'à la rue à faire un alignement avec une extension, recréer un rez-de-trottoir dans une zone qui n'avait pas de relation entre le bâti et l'espace public. Enfin, ça passe par des détails. Donc en fait, c'est articuler une vision stratégique qui soit portée par le public, qui puisse être un instrument de négociation entre les pouvoirs publics et cette utilité publique qui serait au-dessus de ces problématiques de maîtrise foncière, avec l'intérêt, alors s'agissant des entreprises, mais des propriétaires, donc c'est des intérêts un peu divergents entre l'entreprise qui amène des emplois sur le territoire et le propriétaire qui veut une rente.
Mais en réalité, on est dans l'idée d'accompagner un peu le projet opérationnel avec un principe d'accompagnement très opérationnel, quoi, le passage au projet. Donc ça pose la question de qui porte cette démarche-là. Est-ce que c'est la collectivité? Est-ce que c'est un aménageur qui trouve un modèle économique dans ça? Mais les leviers de transformation, ils sont de cet ordre-là. Entre reconnaître, nous on s'attache à faire un atlas des typologies pour venir travailler sur les mètres carrés, mais c'est-à-dire sur la densification par reconnaissance des types qui font le génotype très, très générique souvent des zones en l'occurrence, et qui par mécanisme réglementaire et aussi par archétype de projet, une boîte reste une boîte en fait, qu'elle accueille une enseigne ou une autre, souvent la logique sera semblable, et du coup il y a des outils, des leviers de projet, extension, transformation, déplacement des parkings, mutualisation, recomposition foncière qui peuvent être un peu déclenchés, et en fait nous on s'attache à construire un arsenal, un atlas des différentes typologies de projets potentiels pour être capable de les soumettre rapidement, créer une première estimation, et c'est vrai que on est encore en train d'accompagner le passage à l'opérationnel, mais on a construit notre agence d'architecture et d'urbanisme dans cette logique de pouvoir articuler la vision stratégique, c'est ce que je disais, avec une capacité de discussion, de passage à l'opérationnel et d'être à la portée de l'opérateur, de ses besoins, pour venir finalement, quelque part, sur la détection de cette opportunité, faire projet. Et finalement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait projet sans vision générale ? Alors, d'ailleurs, vous parliez d'urbanisme négocié, et c'est sur ce sujet-là qu'on voulait clore la table ronde, la méthodologie, en fait, comment est-ce qu'on travaille ensemble avec l'ensemble des porteurs de projets pour requalifier ces espaces. Peut-être, Samuel Depré, sur le règne de l'incertitude qui se dessine dans les territoires de la consommation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on est passé d'un modèle très sûr, très certain, duplicable, la boîte à chaussures, à quelque chose de plus incertain qui est en train de se dessiner? Oui, je pense qu'effectivement on est dans l'incertitude la plus complète. La situation que l'on observe aujourd'hui, c'est effectivement une situation de vacances. Ce n'est pas une situation qui est stabilisée. C'est un processus qui, à mon avis, est évolutif et qui certainement a vocation à s'accroître au regard des dynamiques de certains secteurs d'activité. Ça signifie que cette incertitude, finalement, elle doit peut-être amener à poser une nouvelle ingénierie territoriale ou une ingénierie territoriale dédiée au commerce, peut-être pour la première fois. Multi-échelle, on a évoqué les SCOT, on a évoqué les SRADET. Le SRADET, ça peut être une maille intéressante pour certains types d'équipements. Quand on parle d'équipements de type IKEA, IKEA, c'est un rayonnement de 200, 300 km et qui vient déstabiliser des zones périphériques dans cet espace. C'est peut-être la réflexion. Donc il y a ce premier niveau qui est celle de la maille politique, la maille administrative, qui est finalement une maille nécessaire parce que c'est celle avec laquelle les acteurs publics jouent. Mais c'est pas, de mon point de vue, une maille suffisante. C'est aussi la question des territoires du quotidien et des territoires de vie finalement. C'est-à-dire comment on peut envisager une offre commerciale par rapport à ces pratiques de mobilité, par rapport à ces complémentarités entre des pôles de vie et des pôles d'emploi, avec une mobilité qui est souvent automobile. Et là, la maille administrative, comme grille de lecture, elle devient rapidement inopérante. L'incertitude, c'est peut-être envisager d'autres outils. Je disais, la vacance, c'est un instantané. Malheureusement, c'est pas parce qu'il y a de la lumière dans un magasin que le magasin n'est pas menacé. Et là, il faut peut-être regarder un petit peu, je pense à l'équipement de la personne ou de la maison, ce qui se passe sur le e-commerce. Les parts de marché sont croissantes sur ces secteurs. Peut-être qu'on peut se rapprocher des commerçants pour voir quels sont leurs encours bancaires, leurs difficultés. Et là, ça met en jeu finalement l'ensemble des acteurs, depuis l'association de commerçants, en passant par les chambres de commerce, les agences d'urbanisme, les municipalités, les EPCI, les régions. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que finalement, on n'arrive pas à avoir cette concordance parce que les acteurs ont tous leur angle de lecture spécifique. Quand on va voir la CCI en leur expliquant que finalement on souhaiterait développer une réflexion sous un prisme territorial sur la question du commerce, ce n'est pas leur propos. Voilà. Et il y a cette question également peut-être qui est difficile à appréhender aussi, c'est aussi admettre le fait qu'une partie du commerce tel qu'on le voit dans le territoire répond à des logiques d'acteurs qui sont aterritoriaux. C'est-à-dire que l'arrière-plan territorial, c'est votre quotidien en matière de commerce,
mais ce n'est pas le quotidien de l'ensemble des professionnels du commerce, notamment les grandes enseignes, qui au gré de réajustement de modèles économiques, alors ça peut aller de la très grande foncière internationale jusqu'à des foncières nationales, peuvent décider rapidement de délaisser des locaux commerciaux parce que des centres n'entrent plus dans leur modèle économique, pensés quand même pour rétribuer aussi des actionnaire. J'ai un exemple au Havre où un centre commercial en 7 ans a changé 3 fois d'actifs. Je ne donnerai pas les noms ici, mais et pour aujourd'hui finir entre les mains d'un fonds d'investissement très éloigné de la métropole française. Ça veut dire que finalement, il y a aussi, d'une certaine façon, mais c'est peut-être ma liberté de chercheur de le dire, il y a une forme de cynisme un petit peu aussi dans cette question du commerce. Je pense que c'est aussi le moment de... On peut se dire les choses parfois de façon un petit peu brutale, mais c'est important d'avoir je pense aussi ces éléments dans la grille de lecture. Donc oui, quelque chose, je pense, de particulièrement incertain. Merci. Je crois qu'on va arrêter les échanges pour prendre les questions éventuelles de la salle. Bonjour. Je m'appelle Vincent Dubroca, je suis urbaniste à l'agence Kawabunga à Bordeaux. Et en fait, récemment, on a travaillé sur... une étude de requalification et de renouvellement d'une zone commerciale. Et c'était une zone commerciale qui fonctionnait bien. Et donc, du coup, avec les élus, la question qui s'est posée, c'est comment on était dans une commune qui a des contraintes foncières énormes pour produire du logement social, enfin répondre à ses besoins. Et du coup, le défi, c'était comment est-ce qu'on arrive à mobiliser tout ou partie du foncier de la zone pour répondre à nos besoins en matière de logement en particulier. Et la réalité, c'est que le premier constat, c'est que le foncier coûte beaucoup trop cher. Et pour la collectivité, l'interco, les EPF ou quoi, l'action foncière, elle est exorbitante. Elle est quasiment impossible au regard des valeurs foncières estimatives et des bilans de sortie qu'on avait. Donc, aujourd'hui, sur les zones qui marchent, moi la question c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre en place des outils de modération, de modération des valeurs foncières ou à mettre en place à minima des outils de négociation avec les acteurs privés, sachant que ces acteurs privés-là n'ont pas toujours des intérêts territoriaux comme vous le disiez. Et après, comment est-ce qu'aussi on arrive à différencier ou à rentrer peut-être être un peu plus fin sur ce qu'on peut porter en action foncière, peut-être qu'on peut avoir une action foncière publique sur tout ce qui est équipement, espace public, où il y a un intérêt à la collectivité de travailler, mais après être dans le partenariat ou la négociation pour les projets immobiliers. Et enfin, je pense, l'espèce de conclusion qu'on a eue, notre conclusion, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à mobiliser tout un tas d'outils par des OAP, par la révision des PLU, mobiliser en fait un espèce d'éventail très large d'outils pour créer un rapport de force. Et moi, c'est le truc qui me semble important parce que tout part du foncier, de la négociation avec le propriétaire, et la possibilité de créer un rapport de force entre les collectivités et des foncières qui, aujourd'hui, en fait, ont un rapport de force qui est complètement favorable, quoi. Donc, l'enjeu, c'est quels outils on trouve, en fait. Peut-être sur cette question, Laurence et Jean-Luc. Vous avez répondu à vos questions vous-même. On est dans le dur. Effectivement, pour ce qui est de l'acquisition foncière publique via l'EPF, à ce jour, les EPF, à ce jour, le modèle fonctionne que quand, en effet, la valeur foncière est faible, c'est-à-dire quand on intervient sur des zones en déprise et des zones où les propriétaires n'ont pas de rente, où ne vont pas avoir d'attractivité pour trouver des locataires ou de l'activité. À ce jour, les seuls que l'on est en capacité d'acquérir et de porter, c'est celle-là. La deuxième chose, c'est ce que l'on essaie de faire, la réflexion qu'on est en train de commencer à mener, je le disais, entre la Banque des Territoires et l'EPF Nouvelle-Aquitaine, c'est travailler sur la durée de portage. Parce que plus on permet d'avoir une durée de portage longue, plus ça permet quand même de prévoir et d'avoir le temps de la reconversion et puis du portage et de se dire qu'on va trouver nous-mêmes de la valeur ajoutée finalement avec une sortie de projet qui permettra peut-être d'acquérir un petit peu plus cher le foncier parce qu'on sait qu'on est sûr d'en faire quelque chose. Parce que porter du foncier à 4, 5 ans, 6 ans, alors qu'on n'est pas sûr d'en faire quelque chose à terme, de le reconvertir, ça va être un poids terrible pour les collectivités qui sont garanties de rachat. Donc c'est pas un modèle qui va forcément fonctionner. Et donc la réflexion, c'est comment on peut développer et permettre à des outils de portage foncier de faire du portage sur ces zones-là et sur ce type-là d'outils commerciaux à 15-20 ans.
ce qui n'est pas la pratique actuelle. Donc ça, il faut mener la réflexion là-dessus. Ensuite, vous l'avez dit, il faut que les élus finalement s'intéressent à ces sujets. D'où, je le disais, la question de la prise de conscience et des démarches. Il faut s'intéresser à ces sujets, il faut savoir qui sont les propriétaires fonciers. Est-ce que c'est intéressant que ce soit une maîtrise publique ou pas? Pas forcément, ça dépend. On ne va pas acheter les milliers, centaines de milliers de mètres carrés de surface commerciale, qu'elles soient en déprise ou pas. On n'a pas vocation à les transformer en public. Par contre, en effet, vous l'avez dit, à travers des outils réglementaires, des OAP, des orientations, c'est-à-dire que les communes s'intéressent et les intercos s'intéressent au destin de ces zones commerciales à venir, que ce soit un destin en déprise immédiate ou un destin dans les 10-15 ans, et pas forcément laisser faire les grandes foncières ou les propriétaires seuls. Donc les orienter, les encadrer, et puis avoir ces discussions et avoir cette prise de conscience. Il y a récemment, on entendait une grande entreprise commerciale alimentaire dont on disait qu'elle avait raté le virage du marketing et qu'elle était en difficulté. Je ne citerai pas son nom. C'est peut-être pas par hasard ou si ce même grand groupe commercial est en train de prendre des parts chez des bailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train eux-mêmes d'imaginer la mutabilité de ces zones en zones d'habitat et de logement. Ça ne doit pas se passer, ça ne peut pas se passer sans les maires non plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la maîtrise publique automatiquement. Voilà, on peut aussi ensemble avoir des projets en commun. Mais c'est important de se poser les bonnes questions et de faire de ce sujet, celui de cette table ronde, un sujet voilà, dont les élus doivent prendre conscience. Merci. Pour ma part, l'exemple cité ne correspond pas à une situation cadurcienne dont je pourrais me servir d'exemple. En revanche, on est sur le sujet foncier, et c'est pas parce qu'ils sont à mes côtés, mais vu de ma fenêtre de maître d'ouvrage et de collectivité, je veux souligner l'importance du partenariat, notamment sur le sujet foncier, avec le CEREMA, qui est un acteur fondamental, en tout cas, sur la démarche de Cahors, et avec l'EPF. Alors l'EPF, celui dont je parle, c'est celui d'Occitanie, qui a heureusement étendu sa zone de compétence à Midi-Pyrénées lors de la création de la région Occitanie, et qui, pour rebondir ce que disait la présidente à mes côtés, nous a permis, sur la route de Toulouse que j'évoquais tout à l'heure, armée de son PPA, de signer une convention pour une durée de 18 ans. Je crois que dans le monde des EPF, c'est une durée assez rare, mais elle correspond bien à ce qu'il faut faire dans un contexte foncier où la donne financière et juridique est parfois d'une complexité infinie. Là, je cite un exemple cadurcien. Nous avons un Carrefour, magasin Carrefour, qui est planté sur le lit de la rivière qui déborde, mais vraiment posé dessus. Donc, l'une de nos obligations, c'est de déménager le Carrefour. L'une des grandes difficultés, c'est de se mettre d'accord avec les propriétaires, comment dirais-je, partisans de l'économie de cueillette, les propriétaires du sol Carrefour, et de leur proposer de reprendre une surface hors d'eau, hors inondation, au bénéfice de la revente à celui qui aménagera le cours d'eau, son lit mineur et son lit majeur. Et pour cela, il y a le regard de l'EPF, et il y a le regard, pour être très concret d'ailleurs sur un sujet pareil, d'un cabinet d'avocats spécialisés sur le droit de l'urbanisme et le foncier, parce qu'on utilise des outils ou des procédures, en tout cas, et je terminerai là-dessus, encore une fois qu'à l'échelle d'une commune comme Cahors, on ne peut pas faire. Je crois que c'est M. Depré qui a cité le mot-clé pour nous, c'est ingénierie. C'est pour ça aussi que je citais CEREMA, EPF. Nos partenaires ont une capacité d'ingénierie que nous, collectivités locales, on n'a pas. Alors, je pense qu'on ne peut pas prendre une seconde question, ou alors très rapide, non ? Ok. Merci beaucoup à tous.